Il est presque partout. On le rencontre à tous les niveaux de la vie sociale. On le rencontre dans les institutions, dans les entreprises privées et publiques. On le rencontre dans les associations de jeunes, de femmes et d'hommes. On le rencontre même dans nos familles. Et je peux vous assurer que même dans nos relations amoureuses, il est là. Il s'agit du pouvoir. Qu'est-ce que c'est que donc le pouvoir? Réponse dans quelques secondes. La notion du pouvoir est centrale en sciences politiques. Et cela est tellement vrai qu'on a pensé à définir la science politique à un moment donné comme la science du pouvoir. Max Weber, qu'on a évoqué lors du numéro précédent, a eu à dire très tôt que le concept de pouvoir est sociologiquement amorphe. Cela veut dire que c'est un concept très vague et très variable. Et cela aussi est tellement vrai que dans le domaine de la science politique, parler du pouvoir est toujours complexe. Et cette complexité tient lieu pour deux raisons. La première, c'est que la notion de pouvoir est associée généralement à d'autres notions voisines qui l'accompagnent et que si souvent, il est même confondu avec ces notions-là. Et là, je pense notamment à la notion de l'autorité ou encore à la notion de domination. Ce sont des notions qui accompagnent le pouvoir et qui se confondent souvent avec le pouvoir. Ça, c'est la première raison pour laquelle parler du pouvoir est complexe en sciences politiques. Deuxième raison, cela est d'ordre méthodologique. En effet, quand on parle de pouvoir avec un postulat de l'empirisme, c'est tout à fait différent lorsqu'on parle de pouvoir avec un postulat de normativisme. Selon l'empirisme, le pouvoir apparaît comme synonyme de force, alors que du point de vue normativiste, le pouvoir apparaît comme synonyme de légitimité. Ceci étant dit, dans le domaine de la science politique, nous avons deux grandes approches qui nous permettent tout de même de cerner le concept de pouvoir. Et ces deux grandes approches sont les suivantes. Vous avez la première approche qu'on appelle l'essence personnelle du pouvoir et la deuxième approche qu'on appelle la nature stratégique du pouvoir. La différence est très simple. C'est que dans le premier cas, le pouvoir est considéré comme quelque chose qui est essentiellement personnel. Et c'est cette approche qui a longtemps dominé la pensée des politistes. Rappelez-vous bien évidemment à l'époque de l'absolutisme royal dont les plus grands théoriciens furent bien évidemment Machiavel, Thomas Hobbes, sans oublier Jean Bodin, qui ont eu à théoriser l'absolutisme politique. Et cet absolutisme politique reposait principalement sur la conception de l'essence personnelle du pouvoir, qui veut dire que le pouvoir est essentiellement personnel. Et donc le pouvoir ne peut pas être partagé. Soit on l'a, soit on ne l'a pas. Et c'est cette conception également qui a renforcé et qui a donné lieu, bien évidemment, à la sacralisation ou sinon à la tradition de la sacralisation du détenteur du pouvoir. Et à ce niveau, la religion a beaucoup contribué à sacraliser celui qui détient le pouvoir, c'est-à-dire le roi. Vous pouvez à ce titre vous rappeler bien évidemment de l'ouvrage célèbre qui a été écrit par l'historien allemand Ernest Kantorowicz, qui a eu à parler bien évidemment des deux corps du roi, comme pour dire que le pouvoir le roi n'était pas seulement qu'un corps politique, il était aussi un corps mystique. La deuxième approche, c'est ce qu'on appelle la nature stratégique du pouvoir. Et à ce niveau, nous avons un certain nombre d'auteurs comme Michel Foucault, comme Michel Crozier, qui considèrent bien évidemment le pouvoir comme quelque chose qui est stratégique. Et ils définissent le pouvoir comme la capacité pour un individu de gouverner les conduites individuelles ou sinon d'orienter le choix des individus dans une relation sociale. Donc, ce qui montre bien évidemment que le pouvoir peut être là souvent où on l'attend le moins. Enfin, vous avez la définition de Robert Dahl qui se situe également dans le même registre que Michel Foucault ou Michel Crozier. Lui, il considère qu'une personne A a du pouvoir sur une personne B lorsque A arrive à obtenir de B quelque chose que B n'aurait pas effectué sans l'intervention de A.